Attention, please. Kick this shit. Salut les comploteurs, moi c'est Babar. Ouais. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va de nouveau taper sur Marc Touati entre autres et un peu réviser notre jugement sur l'économie hein. Et d'ailleurs tout d'abord hein, si vous aimez mon travail ben, ça serait très gentil de faire le petit clic, hein, le petit j'aime ou le petit abonnement. On est maintenant 100 sur la chaîne hein. Allez chatounette si tu veux bien te pousser. Donc on est plus de 100 sur la chaîne. Donc bah tout d'abord je voudrais vous remercier grandement pour tout cela. Et donc eh ben on va démarrer vif dans le sujet, dans le vif plutôt. Bref, on s'en fout. Et suite à la vidéo de Marc Touati sur la dette, vidéo qui date du 3 avril, donc on a un petit peu de retard mais on s'en fout, et où beaucoup de choses, beaucoup de conneries ont été dites, hein, comme toujours, on arrive, on vous fait peur, hein, d'ailleurs c'est toujours pareil, hein, vous regardez toutes les vidéos de Marc Touati, tous les titres sont toujours là pour vous faire peur, et pour rien vous expliquer. Et la première chose que je pourrais dire, hein, et alors ça va vraiment vous choquer, mais en fait la dette, la dette en fait c'est un problème que pour ceux qui pensent que la dette c'est un problème. Alors ça va vous paraître bizarre que je dise ça, mais vous allez comprendre à la fin pourquoi est-ce que je dis tout ça. Donc la première chose, la première question qu'il faudrait poser à tous ces gens hein, qui vous font toujours peur sur la dette, c'est que ça fait 40 ans qu'on nous fait peur sur la dette, hein, oulala, on va faire de la faillite, tout ceci, cela. Et en fait, il n'y a pas de souci. Donc en fait, il faudrait déjà commencer à nous expliquer comment ça se fait que en fait ça arrive à tenir depuis aussi longtemps. Comment ça se fait que ce problème de la dette, il se passe rien depuis plusieurs dizaines d'années. Et en général, ces gens-là, ils vous disent ah mais c'est parce que les marchés se trompent. Ok, d'accord, mais les marchés ne se trompent pas pendant 30-40 ans, d'accord? Sinon, on serait en krach boursier permanent. Bref. Et donc, si vous avez suivi les anciennes vidéos de la chaîne, vous savez que quand les banques font des transactions entre elles, elles se donnent des collatéraux. Par exemple, on va dire qu'il y a la BNP et le Crédit Mutuel qui font une transaction entre eux, par exemple de 100 €. On va dire que la BNP demande 100 € au Crédit Mutuel, le Crédit Mutuel va dire, ok mon grand, moi je viens te prêter mes 100 €, mais en contrepartie, il va falloir me donner une garantie, quelque chose qui vaut autant que 100 €. Et donc là-dedans, on avait déjà vu ça dans la vidéo sur Macron, je crois, on parle de la décote des actifs, c'est-à-dire que, la BNP va donner une garantie, un collatéral au Crédit Mutuel, et en fait, vous avez un tableau avec, ce qu'on appelle la décote des actifs. Par exemple, imaginons que la BNP donne un collatéral dont la décote est de 5%. En fonction du tableau des notes, la BNP va devoir donner un collatéral qui vaut 106 €, parce que 106 € moins 5%, ça fait 100 €. Et donc, la BNP va donner son collatéral à 106 € et le Crédit Mutuel va donner 100 €. Et ce qu'il faut savoir, c'est que actuellement, ce qui est le plus utilisé sur ces marchés des transactions interbancaires, c'est les bons au trésor, donc de la dette française. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous avez un monde qui est tout le temps en croissance, vous avez donc une masse monétaire qui est toujours en croissance, et si la masse monétaire est en croissance, forcément, il vous faut plus de collatéraux pour pouvoir garantir toutes les transactions. Donc,
c'est pas dans l'intérêt du système de faire baisser la dette des pays, parce que sinon, au bout d'un moment, eh ben en fait, il y aura plus assez de collatéraux pour toutes les transactions bancaires. Et actuellement, il y a déjà un gros problème de collatéraux depuis surtout 2007. Parce que 2007, grosso modo, on va faire très rapidement, c'était justement les subprimes et toutes ces conneries qui étaient beaucoup utilisées comme collatéraux. Et en fait, c'est la BNP qui a lancé 2007 parce que la BNP, elle a essayé de vendre son... En fait, il y a quelqu'un qui l'a pas remboursé et elle a essayé de vendre son collatéral et personne n'en a voulu. Et donc, bah, elle s'est retrouvée comme un con parce que son collatéral ne valait plus rien. Et donc, toutes les banques, ça donnait un signal à toutes les banques qui ont regardé ce qu'elles avaient dans leur bilan et elles ont vu que leurs collatéraux c'était de la merde. Donc maintenant, vu que toutes les banques sont frileuses, et ben elles utilisent essentiellement les bons au trésor. Et donc forcément, dans un monde en croissance, il faudra de plus en plus de bons au trésor et donc de dettes pour garantir toutes les transactions. Et on en est à un tel point que aux États-Unis on a un système de la Fed qui s'appelle le reverse repo. C'est un système où les banques donnent des liquidités à la banque centrale, la Fed, et la Fed donne des bons au trésor américains aux banques. Comme ça, les banques ensuite elles ont des bons au trésor et elles peuvent faire des transactions. Sauf que actuellement, la Banque centrale américaine, elle a quelque chose comme 200 milliards de bons au trésor américains, alors que sur le reverse repo, elle en distribue pour plus de 400 milliards. Donc rien que la Banque centrale américaine, elle hypothèque x2 ses bons au trésor, parce qu'en fait, ils se donnent pas directement les bons au trésor, ils se donnent des certificats qui sont garantis par les bons au trésor. Comme ça, ils peuvent réhypothéquer les choses. Mais si même la Banque centrale américaine est obligée de réhypothéquer x2 c'est bons au trésor, ça vous donne déjà un peu une idée du manque de bons au trésor qui manque dans le système comme collatéral, ou comme collatéraux plutôt. Et souvenez-vous, on l'avait déjà vu dans la dernière vidéo sur Jovanovic, c'est que quand les banques américaines sont tombées en mars de l'an passé, et ben en fait on avait des bons au trésor américains qui partaient avec un taux de 0% alors que le taux de la Fed était de 5%. Et c'est parce qu'il y avait un gros manque de liquidité dans le système et que tout le monde a sauté sur les bons au trésor. Et donc, je rappelle que quand l'État vend ses bons au trésor, c'est comme quand vous allez dans une banque pour faire un prêt, et ben vous prenez la banque qui vous donne le taux le plus bas. Donc, quand l'État vend sa dette, et ben en fait, elle vend au mieux offrant, c'est-à-dire à celle qui lui offre les taux les plus bas. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de dettes à vendre et que vous avez 36 millions de banques qui en ont besoin, au bout d'un moment, elles vont proposer des taux à zéro, voire des taux négatifs. Si par exemple, vous faites le quoi qu'il en coûte et que vous émettez 600 milliards de dettes, forcément, vous allez inonder de bons au trésor tout le marché et les taux vont remonter. Donc c'est pour ça que vous avez les taux qui ont remonté, qui maintenant sont en train de baisser. Et c'est pas forcément une histoire sur la notation de la dette de la France. Ça, on l'avait déjà vu sur la vidéo de Macron. Donc, à partir de là, on va pouvoir établir tout le spectre de comment marche vraiment la dette et en fait à quel point on vous ment, parce qu'en fait on vous dit que grosso modo on fait toujours croire que le bilan de l'État marche comme le budget d'un ménage et qu'il est en fait limité par les recettes, alors que c'est pas du tout le cas. Mais ça on le verra après. Et donc dans le même temps, on a aussi eu une vidéo qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux avec Prisca Thévenot là qu'on va montrer. Nous avons plus de 3000 milliards de dettes en France. Qui achète cette dette? Qui sont les acheteurs des titres obligataires? Mais attendez, je pense qu'on va, on va regarder aussi les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Oui, Ouais. nous avons un enjeu de dette. Nous avons un enjeu de la dette. Mais regardons aussi de quelle dette parlons-nous. Non, mais la dette publique, la dette qui est émise par l'État, qui l'achète? Qui sont les prêteurs? Des fonds étrangers? La BCE? On lève de la dette, mais ça, vous le savez très bien. Non, mais L'enjeu- Prisca Thévenot, vous êtes porte-parole du gouvernement. Nous émettons 284 milliards de titres obligataires cette année. Oui.
L'agence France Trésor va devoir trouver des preneurs pour cette dette. Oui. Qui sont-ils? Des fonds chinois, américains? La Banque centrale? Encore une fois, je pense que sur ce sujet-là, nous verrons. Maintenant, l'enjeu que nous avons à regarder... Non, je pense qu'il ne faut pas regarder, il ne faut pas lever les yeux au ciel. Moi, je suis aussi là pour vraiment parler de façon... Non, mais nous verrons. Enfin, les réponses seront apportées. Laissez-la répondre. Les réponses seront apportées. Je pense qu'on n'est pas là dans un jeu de ping-pong, mais pour rassurer aussi les Françaises et les Français par rapport à cette dette dont vous parlez. Mais l'année passée, qui l'a acheté? Cette dette dont vous parlez, elle permet quoi? Elle permet de financer notre modèle social, de continuer à financer nos services publics. Et oui, il y a un enjeu aussi de regarder grâce à qui et grâce à quoi nous permettons de financer cette dette. Et donc, dans cette vidéo, justement, le journaliste demande à Prisca Thévenot qui achète de la dette française, parce que tous les économistes sont là, oulala, mais il faut que... il y a la moitié de la dette française qui appartient aux étrangers, oulala, on est à leurs pieds, aux pieds des étrangers, et blablabla, et voilà, ils vous font peur. Et justement, si vous regardez donc dans cette vidéo, il montre que Prisca Thévenot, grosso modo, elle élude la question de qui détient de la dette française. Et donc, en fait, pourquoi est-ce qu'elle répond pas Prisca Thévenot? En fait, parce qu'elle-même ne le sait pas et elle n'a pas le droit de le savoir. Et même l'agence France Trésor qui gère la dette n'a pas le droit de le savoir. En fait, c'est en vertu de l'article L228 du Code du commerce, ils disent que seuls les émetteurs d'actions, de bons de souscription d'actions ou d'instruments de taux donnant immédiatement ou à terme accès au capital ont accès à ces informations. Et donc, c'est là où vous allez me dire, mais ça veut dire quoi là? C'est qui tout ça? Eh ben en fait, si vous voulez, comme j'ai dit, c'est l'agence France Trésor qui gère la dette, mais vous avez un dépositaire central. Et ce dépositaire central, en fait, c'est Euroclear France. Et qui au départ est une société privée belge. Et Euroclear France est le dépositaire central, et les entités financières les émetteurs de bons de souscription et machin chose comme ils les appellent, ils font partie d'une liste qu'on va montrer. Et donc en fait ces émetteurs, c'est eux qui peuvent demander au dépositaire central de faire une recherche sur qui possède la dette française. Mais c'est ni le citoyen, ni Prisca Thévenot, ni l'agence France Trésor qui peuvent savoir qui détient la dette française. Donc ça, c'est quand même un problème en soi, puisqu'on n'a aucune transparence. Et surtout, quand vous voyez qui c'est qui a le droit de le savoir. Et donc en fait, tous ces acteurs financiers, si je puis dire, en fait ils ont un compte à la Banque centrale française. C'est comme ça que ça marche. Et donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la dette française n'est pas vendue en euros. En fait, elle est vendue justement. En fait, c'est Euroclear qui gère tout ça. Et Euroclear gère aussi le système ESES. Et le système ESES, c'est un système de transaction de la Banque centrale française. Et donc ce système, il marche en monnaie de banque centrale. Et la monnaie de banque centrale française ne sort pas du système de la Banque centrale française. Ça ne va même pas au niveau de la Banque centrale allemande, puisqu'on a ce qu'on appelle les soldes target, c'est-à-dire que dans l'espace de l'euro, la monnaie des banques centrales ne vont pas dans les autres banques centrales, c'est-à-dire que la monnaie de banque centrale française ne va ni dans la Banque centrale d'Allemagne, ni la Banque centrale de Pologne, etc., et inversement. Et ce qui fait que, en fait, pour savoir qui doit quoi à qui, en fait ils tiennent des livres de compte, et donc on tient des livres de compte, et il me semble que la France est à un solde target négatif de moins 121 milliards. C'est-à-dire que si aujourd'hui on sortait de l'euro, on devrait 121 milliards aux autres banques centrales qui sont dans le système de l'euro. Et donc, la première chose à comprendre, c'est que la dette française,
n'est pas vendue en euros, elle est vendue en monnaie de banque centrale de la Banque centrale française et elle ne sort pas de ce système ESES. D'accord? Faut bien que vous le compreniez ça. Et si vous reprenez le narratif que je vous ai dit avant, que plus il y a de croissance, plus il y a une masse monétaire grande et plus il vous faut des collatéraux, bah vous mettez en perspective avec le fait que la dette française n'est pas en euros, mais elle est en monnaie de banque centrale française et que, je rappelle, c'est la Banque centrale française qui fait la monnaie de banque centrale française, et ben en fait, la dette n'est pas une dette, en fait c'est une vente de garantie. D'accord? C'est pas la même chose. C'est une vente de garantie. Et l'autre chose que vous devriez comprendre par là, c'est que si c'est la Banque centrale française qui fabrique la monnaie de Banque centrale française, et ben en fait, elle peut en émettre autant qu'elle veut. Donc, quand vous devez payer des taux d'intérêt, bah en fait, vu que c'est vous qui pouvez créer la monnaie, bah en fait c'est pas un problème. Vous n'êtes pas dépendant des recettes de l'État. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc justement c'est là où on va venir à comment marche le budget de l'État. Eh ben l'État au départ il émet des vrais euros comme les banques commerciales, les banques centrales, elles n'émettent en aucun cas des vrais euros. Les banques centrales n'émettent que de la monnaie de banque centrale et la monnaie de banque centrale ne sort jamais de la banque centrale, ça ne revient jamais dans l'économie. Donc la banque centrale peut émettre autant de monnaie de banque centrale qu'elle veut, ça ne change absolument rien pour l'économie, c'est pas ça qui va augmenter la masse monétaire totale. Les banques n'utilisent pas la monnaie de banque centrale pour faire des prêts. Elles créent l'argent de toutes pièces. C'est pour ça que justement on avait vu une vidéo sur Charles Gave où Charles Gave ne savait pas répondre à une question quand on lui disait mais je ne comprends pas pourquoi les taux d'intérêt des banques sont liés aux taux d'intérêt de la banque centrale puisque les banques n'empruntent pas de l'argent, elles le fabriquent à partir de zéro. Alors attends, ça c'est un peu technique. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Oui, alors, celle-là elle est un peu dure, mais on y va, de Gabriel. Je n'ai jamais compris pourquoi la hausse des taux directeurs ont un impact sur les taux que les banques font aux entreprises et aux ménages. Du fait que les banques commerciales créent la monnaie, elles ne l'empruntent donc pas. Alors oui, oh là, c'est balèze ça. Tu vois donc... Et donc... Si les taux c'est donc... C'est le taux, quasiment le taux minimum auquel quelqu'un peut emprunter dans le système. Et là, Charles Gave était dans la merde, et c'est ce qu'on a vu dans toutes les vidéos d'avant que je vous invite à voir, c'est que les taux d'intérêt des banques centrales, c'est uniquement de la com, là où elles le placent, ça n'a aucune importance, et que la politique monétaire des banques centrales, ce ne sont que des simples mots, et en fait, ils ne font que suivre les taux du marché en disant que c'est eux qui font les taux du marché. Mais si c'était eux qui faisaient vraiment les taux du marché, on n'aurait jamais eu ce truc au niveau des bons au trésor américains où tu as des bons au trésor américains qui sont partis à 0% alors que le taux de la Fed est à 5%. Et comme on avait vu dans la dernière vidéo justement sur le document de la Fed par rapport au quantitative easing, et ben justement il disait aussi dedans que justement les bons au trésor étaient des actifs supérieurs aux réserves bancaires. Les réserves bancaires, c'est la monnaie de banque centrale, parce que les bons au trésor peuvent être plus largement détenus, au contraire des réserves bancaires qui peuvent juste être détenues par les entités financières. Les bons au trésor, ce qu'on appelle les entités non financières peuvent les détenir, comme les fonds de pension ou les assurances. Et en fait, et justement, et que ça servait comme collatéral, comme garantie
dans les transactions. Donc, on en revient, l'État au départ, il émet des euros à partir de rien, des vrais euros. Et quand il vous fait des chèques énergie, quand il paye les RSA, quand il paye les fonctionnaires et tout, il crée de l'argent à partir de rien, il émet des euros comme ça. Et justement, ensuite, c'est là qui vend une garantie qu'on appelle la dette et qui, elle, comme je l'ai dit avant et comme vous avez pu le voir dans les copies d'écran, sont vendues au travers du système ESS de la Banque centrale en monnaie de banque centrale. Et en plus, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que comme je vous ai dit avant, il y a une décote des actifs. En fait, si vous faites par exemple, je sais pas, 100 euros de dette et que vous vendez 100 euros de bons au trésor en monnaie de banque centrale, comme il y a une décote des actifs, en fait, en vrai, un bon au trésor français, il vaudra 99,5 euros. Donc en fait, de toute façon, dans le système est fait de telle manière qu'avec cette décote, vous aurez toujours moins de collatéraux que de masse monétaire. Donc en fait, vous aurez toujours un trou quelque part et les banques auront toujours besoin de ces collatéraux, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc en fait, là vous vous retrouvez devant le fait accompli où vous vous dites ouais, mais alors on peut émettre autant de dettes qu'on veut. Bah oui, on peut émettre autant de dettes qu'on veut. La dette n'est un problème que pour ceux qui pensent que c'est un problème. On peut émettre en fait, l'État n'a pas de limite. En fait, l'État a que deux limites. La première limite, c'est une raréfaction des ressources. Et la deuxième limite, c'est l'inflation. Mais ce qu'il faut comprendre sur l'inflation, c'est que ce n'est que psychologique. C'est-à-dire que, comme je vous ai parlé dans plein de vidéos, on a ce qu'on appelle le marché des euro-monnaies. C'est-à-dire le fait que des banques commerciales qui sont en dehors de la juridiction de la banque centrale peuvent émettre de la monnaie, c'est-à-dire que par exemple au niveau des dollars, imaginons que justement on reprend l'exemple de la BNP et du Crédit Mutuel. La BNP et le Crédit Mutuel n'ont pas envie de s'embêter avec la BCE, et ils ont qu'à se faire une transaction en dollars. Et en fait, la BCE n'a rien à dire parce que la transaction est en dollars, et la Fed n'a rien à dire parce que la transaction se fait sur le continent européen et c'est en dehors de la juridiction de la Fed. Et en plus, ni la BCE ni la Fed seront au courant de cette transaction. Et justement, c'est ce qu'on appelle le marché de l'euro-dollar, mais ça existe aussi pour l'euro, ça s'appelle l'euro-euro. Et en fait, 90 à 95% de la monnaie est fabriquée de cette manière, sans que la banque centrale ne puisse contrôler quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on avait vu le document de la Fed de 1981 où il vous parle toujours de Paul Volcker, que c'est lui qui a arrêté l'inflation des années 70, qui savait ce qu'il faisait, blablabla. Alors que dans le transcript de la réunion de la Fed, ils disaient tous, tiens, on n'arrive plus à calculer le solde de transactions, on n'arrive plus à savoir ce que vaut M1. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les agrégats monétaires M1, ça représente les pièces et les billets, plus ce qu'il y a sur les comptes courants. Et même ça en 1981, ils n'étaient plus capables de le calculer parce que comme la plupart de la monnaie est faite en dehors de la juridiction de la banque centrale, la banque centrale ne sait pas combien il y a de monnaie en circulation, donc tous leurs agrégats sont faux et tout est faux. Donc en fait, il ne leur reste plus que la communication pour tenir l'économie de manière psychologique. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous avez toute une masse monétaire qui est fabriquée là, qui est énorme, mais personne ne la voit, et comme personne ne la voit, ça n'a pas de conséquences, du moins directes, sur l'inflation. Alors que si maintenant vous avez Macron qui arrive et qui dit tiens, on va faire 10 000 milliards de dettes en un jour, là l'inflation va exploser parce que tout le monde va avoir peur, parce que tout le monde va se dire mais la monnaie va valoir moins maintenant. Mais ce n'est que psychologique. Et donc quand je vous dis que la limite de ce que peut émettre l'État, c'est l'inflation, c'est aussi qu'une inflation qui est liée qu'à des facteurs psychologiques et non à des facteurs mathématiques. C'est ça ce que je veux vous faire comprendre. Et donc, comme j'ai dit, l'État peut émettre autant d'argent qu'il veut. Mathématiquement,
on s'en fout. On s'en fout. Ce n'est que psychologique. Et en fait, bah, ce système, il arrange tout le monde. Déjà, il arrange le politique, hein, parce que le politique, eh ben en fait, bah lui, il peut vous dire, ouh là là, on fait encore du déficit, ouh là là, ah mais il va falloir réduire vos retraites, va falloir réduire le chômage, mais bon, nous, on va garder notre train de vie, hein, bah oui, nous les députés, on va continuer à s'augmenter notre salaire et tout, mais ouh là là, c'est vous, les méchants citoyens qui nous coûtez beaucoup d'argent. Et puis, eh ben, alors, comme ça, on va vous taxer, on va vous réduire vos libertés, on va vous réduire en esclavage, ce qui les arrange. Ça va aussi arranger tous les arnaqueurs, hein, tous les gens qui veulent vous vendre des lettres d'investissement par la peur, hein, des gens, comme je vous ai dit, comme des Olivier Delamarche, des Charles Gave, des Marc Touati, des Dromaille Économie, et des Charles Sana, et j'en oublie et j'en place, et voilà, on s'en fout, on en a déjà fait plein, parce que aussi toujours ils vous font croire que le budget de l'État, eh ben ça marche comme le budget d'un ménage, mais en fait non. Et ça arrange aussi toutes les entités supranationales, parce que si vous êtes un État qui est dépendant justement d'une entité supranationale, et ben cette entité supranationale, et ben en fait si vous suivez pas ces règles, du jour au lendemain, elle peut vous dire, ben maintenant tu émets plus de dette. Je t'interdis d'émettre de la dette, ou bien on va trouver un moyen indirect, on va faire une règle spéciale sur la décote des actifs ou la pondération des actifs qui va être désavantageux pour toi et qui va te faire arrêter d'émettre de la dette. Et donc c'est pour ça que les pays suivent toujours un petit peu les mêmes politiques, celles qui sont imposées par les entités supranationales. Et donc aussi ce qu'il faut comprendre dans tout ça, on va revenir un petit peu sur la vidéo avec Prisca Thévenot et tous ces gens qui vous disent ouh là là, mais c'est grave, il y a la moitié de la dette française appartient à des étrangers, mais c'est-à-dire qu'on est dans la main des étrangers, parce que eux, comme ils vous inversent ce truc, ils vous font croire que en fait on est dans la main des étrangers, parce que si eux nous prêtaient pas d'argent, eh ben en fait on serait dans le caca, on n'aurait plus de budget. Sauf que je rappelle que tout ce système marche avec de la monnaie de banque centrale française. Donc, et que tous ces étrangers ont un compte à la banque centrale française, et que donc justement ils utilisent le système ESES chez Euroclear, et que ça marche en circuit fermé. Donc c'est pas de l'argent qui vient de l'étranger chez nous, c'est de l'argent de notre propre banque centrale. Mais eux, ils essayent de vous faire croire le contraire. Et donc, pourquoi est-ce que y a autant de dettes françaises ou de garanties françaises qui sont détenues par les étrangers? Bah, c'est ce que je vous ai dit avant, c'est que en fait, les bons au trésor, ça sert de collatéraux, de garantie dans les transactions. Or, les trois plus grosses économies européennes, si vous voulez choper des euros, eh ben c'est l'Allemagne, c'est la France et c'est l'Italie. Et donc, le problème de l'Allemagne, c'est que, ok, eux, ils ont des garanties qui sont notées AAA, les bons trésors sont notés AAA, tout comme la Hollande et d'autres. Mais comme l'Allemagne ne fait pas beaucoup de déficit et ne fait pas beaucoup de dettes, eh ben il n'y a pas beaucoup de bons trésors en circulation. Donc, ce n'est pas forcément super viable. Alors après, vous avez l'Italie qui a quand même un gros PIB et qui a normalement une plus grosse dette que nous. Le seul problème de l'Italie, c'est que la dette est notée triple B. Alors après, vous allez me dire, oui, mais Baber, dans ta vidéo sur Macron, t'as dit qu'il y avait des règles sur l'Union Européenne, comme quoi la pondération des actifs des pays, en fait, ça serait toujours 0 € au sein de l'Union Européenne. C'est-à-dire que dans le bilan des banques, ce qu'on avait dit, la pondération des actifs, c'est le fait que
Par exemple, quand une banque, elle a justement des bons au trésor, quand une banque européenne a des bons au trésor français dans son bilan, eh ben, quand elle a un actif dans son bilan, elle doit mettre des fonds propres en face, mais elle doit pas mettre 100% de fonds propres. J'ai une vidéo qui est dédiée à ça, dont on mettra une petite miniature sur comment marchent les fonds propres des banques, mais pour faire très vite, grosso modo, il faut 10% de fonds propres. Mais il vous faut pas 10% de fonds propres sur le total de vos actifs, il vous faut 10% de fonds propres sur la pondération de vos actifs. C'est-à-dire que, par exemple, si une banque, elle a une obligation d'une autre banque, c'est-à-dire une dette d'une autre banque dans son bilan, et ben, même si c'est noté triple A, si l'autre banque qui a émis l'obligation est noté triple A, et ben en fait, selon le tableau des accords de Bâle, la pondération est de 20%. C'est-à-dire que si cette obligation vaut 100 €, on va multiplier 100 € par 20%, ce qui donne 20 €, et sur ces 20 €, il faudra avoir 10% de fonds propres. Voilà. Donc, vous avez un tableau par rapport justement au bon trésor des pays, et selon la note, vous devez avoir plus ou moins de fonds propres. Sauf qu'il y a une règle spéciale dans l'Union européenne qui dit que qu'importe la note d'un pays et la taille de sa dette, eh ben, les banques européennes sont exemptées de pondération, c'est-à-dire que la pondération sera toujours de 0%. Et donc, les banques européennes sont exemptées d'avoir des fonds propres quand elles détiennent des bons en trésor d'un pays membre de l'Union européenne. Et au sein de la Fed, la Banque centrale américaine, c'est pareil. À partir du moment où un pays fait partie de l'Union européenne, ou bien que c'est un pays qui fait partie de l'OCDE et qui est dans le classement des pays à risque, c'est un pays qu'on dit non classé, qui est toujours un pays occidental et qui est toujours un bon toutou des Américains. Et ben ce pays, s'il est non classé, et ben en fait c'est pareil, la pondération est de 0% pour les banques américaines. Et donc c'est à peu près partout dans le monde. Sauf qu'il y a un autre tableau qui s'appelle la décote des actifs, qui là concerne justement les collatéraux. Comme je vous ai dit, quand la BNP veut 100 € du Crédit Mutuel, elle doit d'abord donner un bon au trésor au Crédit Mutuel pour que le Crédit Mutuel donne ses 100 €. Et comme je l'ai dit, il y a cette décote des actifs. Si par exemple la décote de l'actif que la BNP donne c'est 5%, elle devra donner un actif qui vaut 106 € pour recevoir 100 € du Crédit Mutuel. Et là, la règle est un petit peu différente, c'est-à-dire que vous avez un tableau au sein de l'Union européenne, et donc actuellement avec la France avec sa note, en fait elle a le taux le plus bas de décote, alors que l'Italie avec son triple B+, et ben en fait la décote de ces bons trésors est plus importante. Et ce qu'il faut quand même dire, c'est que entre la note de la France et la note de l'Italie, il y a 4 notes de différence. Donc et qu'en fait ça commence que au triple B+, que la décote est plus importante. Et en plus les règles peuvent changer, et en plus comme on avait vu, les banques elles peuvent avoir leurs propres règles au niveau des bilans et compagnie. Donc il y a toujours, on peut toujours faire un micmac. Mais le problème c'est plus sur ce système des euro-monnaies qui se fait en dehors de la juridiction de la banque centrale. Là c'est entre deux banques, c'est elles qui décident, ça va être quoi la décote de l'actif, elles vont le décider entre elles. Et donc, quand elles veulent avoir des euros sur ce marché de l'euro, donc des euros créés de manière offshore, comme on dit, en fait, il n'y a pas beaucoup de bons trésors allemands, donc, voilà, si elles en ont, c'est bien, mais il n'y en a pas assez pour tout le monde, donc c'est pour ça que la dette allemande n'est pas beaucoup détenue par des étrangers.
Au niveau de l'Italie, je crois que c'est quelque chose comme 40% de la dette italienne qui est détenue par des étrangers. Donc là, on voit bien que il y a quand même un gros besoin de bons trésors. Et la France, c'est la moitié de sa dette, parce que comme la France est bien notée et qu'elle a un gros PIB et qu'elle a une grosse dette, en fait, tout le monde saute sur le bon trésor français pour les utiliser comme collatéraux, pour obtenir des euros et commercer avec l'Europe, tout simplement. C'est pour ça que vous avez la moitié de la dette française qui est détenue par des étrangers. Mais et vous voyez, là, ça devient logique, parce que dans leur discours à tous, ils disent oui, on est à la merci des étrangers, mais pourquoi ils prêteraient à un pays dont on considère qu'il est limite en ruine? C'est ça fait 40 ans qu'ils vous disent qu'il y a trop de dettes, qu'on est au bord du crack, que c'est la ruine, et comme je l'ai dit, ouais, mais est-ce que les marchés se trompent depuis 40 ans? Et comment ça se fait que ça tient depuis aussi longtemps? Si vous écoutez mon discours, vous vous rendez compte que c'est beaucoup plus logique, d'accord? Et surtout, regardez, un autre point, c'est que Mark Toiti, dans sa vidéo, il dit « Oui, mais le Japon, la dette est détenue à 98% par des Japonais. » Bah ouais, mais qui c'est qui en a à foutre du yen? Qu'est-ce qu'on en a à foutre du yen? Le Japon ne commerce qu'en dollars. C'est pour ça que le Japon a énormément de bons trésors américains dans son bilan, comme on avait pu le voir dans la vidéo, dans la dernière vidéo. Donc voilà, déjà là vous avez une meilleure explication. Ensuite aussi, Mark Toiti vous dit oui, mais le poids de la dette française, ouh là là, mais c'est horrible, c'est 2% du PIB. Mais comme j'ai dit, le budget de l'État n'a pas de limite. L'État n'a pas à choisir entre payer des taux d'intérêt ou investir. Il peut faire les deux en même temps, c'est pas un problème. Et en plus, comme je l'ai dit, ces taux d'intérêt, ils sont pas sur des vrais euros, ils sont sur de la monnaie de banque centrale qui reste dans le système de la monnaie de banque centrale française, qui reste que dans le système ESES de la banque centrale française. Et qui reste que entre tous les participants qui ont un compte à la Banque Centrale Française qu'on a vu précédemment. Et donc là, il y a des gens qui vont dire « Oui, mais la Grèce, t'as bien vu, la Grèce, elle a fait faillite et compagnie. » Alors la Grèce, c'est différent, et vous allez voir que, je vous ai dit, que toute l'économie marche sur de la psychologie. Et qu'est-ce qu'a fait la Grèce ? Qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi elle s'est retrouvée dans sa situation? Pas parce qu'elle avait trop de dettes. En fait, déjà la première chose, c'est que la Grèce n'a quasiment aucune ressource. Or, je vous ai déjà dit qu'une des limites de l'État, c'est la raréfaction des ressources. Donc déjà, la Grèce part mal. Le deuxième problème de la Grèce, c'est que la Grèce bénéficie de la solidarité européenne. C'est-à-dire que nous, la France, on a un contributeur net, c'est-à-dire qu'on donne plus d'argent à l'Union européenne qu'on en reçoit, mais la Grèce, elle bénéficie de la solidarité de l'Union européenne. Donc déjà, en fait, la Grèce, si on n'est pas content de ce qu'elle fait, on lui dit, écoute, tu vas aller te faire foutre, maintenant t'arrêtes tes conneries, et on peut lui faire une clé de bras à la Grèce. C'est pas un problème, c'est pas elle qui décide. Elle est sous le joug d'une entité supranationale qui est l'Union européenne, et elle a pas un rapport de force favorable si elle bénéficie de la solidarité européenne, d'accord? C'est donc elle qui est esclave de l'Union européenne. Et elle n'est pas volontairement esclave, alors que la France, si on est contributeur net, nous on est volontairement esclave. Et donc la troisième chose, c'est que vous avez des règles dans l'Union européenne où vous n'avez pas le droit de faire 3% de déficit par an et tout. Et comme la Grèce, elle n'a pas de ressources, qu'elle bénéficie de la solidarité européenne et que elle rentrait pas dans les clous de ce que lui demandait l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée voir Goldman Sachs, et ensemble ils ont magouillé auprès de sa dette, et puis au final ça a été découvert, et donc là forcément tout le monde s'est rendu compte que la Grèce mentait
par rapport à son bilan de la dette, et donc bah forcément, la conséquence, c'est pas à cause d'un calcul mathématique, c'est uniquement psychologique. C'est que forcément, si vous avez un État qui commence à mentir sur sa dette, bah, tout le monde panique et plus personne lui fait confiance. Et sa dette, elle est morte. Je veux dire, plus personne n'en veut. Et derrière, forcément, bah, l'Union européenne, il faut qu'elle garde sa crédibilité. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tordre le bras de la Grèce et elle va dire, maintenant, t'arrêtes tes conneries, je t'interdis d'émettre le moindre centime de dette et je t'interdis d'émettre le moindre centimes d'euros, et voilà, et la Grèce se retrouve dans la merde, et donc après, bah, vous avez ces files de gens qui ne peuvent plus retirer d'argent, et tout s'arrête. Mais ça n'a rien à voir avec un calcul mathématique. Et après, bah, vous allez me dire, ouais, mais il y a aussi eu Chypre. Oui, mais Chypre, ce n'est qu'une conséquence de la Grèce, puisque Chypre détenait plein de dettes grecques et compagnie, et qu'en plus Chypre était une sorte de paradis fiscal. Et donc, bah forcément, quand on a tordu le bras de la Grèce, Chypre s'est retrouvé dans la merde à cause de ça. Et Chypre est quelque part un dommage collatéral de la Grèce, tout simplement. Donc, c'est toujours pareil. Mathématiquement, la dette n'est pas un problème. La dette est une illusion. C'est ça ce qu'il faut comprendre. C'est de la magie. C'est comme de la magie noire. Ça, ce n'est que psychologique. Et tant que la France reste dans les clous, c'est pas un problème. Et maintenant, imaginons que la France sorte de l'euro. Il y aurait plein de gens qui se retrouveraient dans le caca parce que les collatéraux français ne serviraient plus à obtenir des euros. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si demain la France sort de l'euro, il y aurait plein de gens partout en Europe et partout dans le monde qui chieraient dans la colle parce qu'ils auraient plus moyen d'avoir des euros pour commercer avec l'Europe. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de vous dire? Après, ça pourrait aussi un peu se retourner contre la France, dans le sens que après, si on retournerait au franc, en fait, nos bons au trésor ne serviraient plus non plus à obtenir des euros, donc ils deviendraient moins intéressants pour les étrangers, mais on pourrait toujours faire un système. On pourrait quand même tirer avantage. J'ai pas envie de parler de mon idée de comment créer une nouvelle monnaie, ça sera l'objet d'une autre vidéo, mais il y a moyen, quand on repart de zéro, il y a toujours moyen de refaire un système où on peut en tirer un avantage par rapport aux autres. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si maintenant la France sortait de l'euro, ça créerait un cataclysme mondial. Faut bien le saisir, et que donc il y a plein de gens, l'élite n'a surtout pas intérêt à ce que la France sorte de l'euro. Et quelque part, j'ai envie de vous dire que pour l'instant, l'élite a tout intérêt à ce que la France continue à émettre de la dette, et que si la France fait défaut sur sa dette, ce sera pas parce qu'elle aura émis trop de dettes, c'est parce qu'en fait, elle aura pas écouté, ça ne sera pas sorti de tout plein d'entités supranationales, et que si elle écoute pas ces entités supranationales, les entités pourront lui tordre le bras en changeant les règles bancaires ou etc. Mais en soi, il faut arrêter d'écouter tous ces gens qui vous font croire que le budget de l'État, ça marche comme le budget d'un État, et que actuellement la dette, il faut en avoir peur comme depuis 30 ans. D'accord ? Et bien sur ce, moi les amis, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, et je vous dis ciao les cons.